Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de retour sur la semaine de trading. Encore une fois, merci beaucoup pour tous les encouragements que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo, à savoir sur les coachings, donc le retour d'expérience, et sur la dernière là qui est sortie sur le Dow Jones. Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aiguiller, vous permettre de vous inspirer. Et comme d'habitude, ne copiez pas, inspirez-vous, faites votre sauce. Et puis après, bah, si vous voulez, vous me dites ce que ça a donné pour vous ou pas. Voilà. Je voulais présenter le podcast d'une manière un petit peu différente car en fait, on s'en fout de ce que je fais moi du lundi au vendredi. Voilà. Mais régulièrement, je vois des choses sur les graphiques. Puis bon, bah je suis obligé de faire un choix à un moment donné. Je parle de quoi? De toutes les trades que j'ai fait ou montrer des choses un peu plus techniques. Là, j'ai choisi de montrer des choses un peu plus techniques, des choses pertinentes que moi j'ai vues. Par exemple, je vais rentrer dans les détails un peu sur les zones de prix, puisqu'à un moment donné, il y a eu un trade dans la semaine, je sais plus si c'est mercredi ou jeudi, où il était très cas d'école. Voilà, ça, on va voir ça. On va aussi voir les différentes obliques, différents canaux que je trace lorsque je prépare la session. Ça, je vais aussi dédier une petite partie du podcast pour vous montrer comment je prépare la session en parallèle de la checklist de trading que j'utilise. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? Oui, au niveau des petites infos que je voulais vous donner, faire un retour sur les mèches qu'il y a sur Pro Realtime version V12 sur les Renko. Vous avez une option où vous pouvez rajouter les mèches pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, voilà, pour ceux qui savent pas, bah, vous pouvez y aller, vous cochez une case et ça vous donne des mèches. Bah, moi, j'ai pas vu qu'il y avait quelque chose de transcendant parce qu'en fait, il y a régulièrement beaucoup de mèches. Donc ensuite, il faut voir la taille de la mèche pour rentrer dans un trade éventuel. Donc moi, en tout cas, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Mais si vous, ça vous parle, bah go, hein, allez-y, tradez avec, il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, on m'a posé des questions pour est-ce que les stratégies avec la moyenne mobile 31 périodes exponentielles fonctionnaient pour le day trading avec des UT plus grandes? Bah en fait non. C'est-à-dire moi ce que j'ai pu voir, c'est que dès qu'on commence à augmenter les tailles de briques pour partir vers des tailles de 15, 20, 30 points, ben, il faut trouver d'autres réglages ou éventuellement y appliquer d'autres indicateurs. Mais l'EMA 31 périodes fonctionne pas bien. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, pour les backtests sur les stratégies. Alors, il y en a certains qui disent enfin très peu, mais ils le disent quand même. Donc s'ils le disent, c'est qu'il y a une croyance toute pétée là-dedans. Euh, il y en a, ils disent pour qu'une stratégie soit backtestée d'une manière vraiment optimale, il faut la backtester sur des années. Ben en fait, pourquoi sur des années? Le souci, c'est que si vous faites ça, il y a 3 ans, il y a 2 ans, le marché n'était pas le même. Donc le réglage optimum que vous trouvez là en ayant backtesté sur quelques semaines, eh ben, il risque d'être foireux sur 2 ans ou 3 ans. Bah, ça vaut ce que ça vaut. Mais si vous voulez vous emmerder, allez-y, remontez vos graphiques sur des années. Et je pense pas que ce soit très très pertinent. Si vous voyez déjà que très régulièrement sur vos horaires de trading, lorsque vous backtestez un truc, et vous voyez que ça marche sur plusieurs semaines, ben c'est déjà pas mal. Remontez à quelques mois si vous voulez, mais à un moment donné, faut y aller. Si vous voyez que ça marche, bah go. Maintenant, là où ça va être vraiment puissant, c'est d'utiliser un journal de trading pour suivre l'évolution. Pourquoi moi je suis perpétuellement en train de changer des petites choses, etc. Parce que j'ai de la data, j'ai des données que j'extrais, que je compile, que tous les jours je vais regarder ça avant de préparer ma session et ça me permet d'extraire des données qui me permettent d'ajuster, d'améliorer. À un moment donné, quand je vois qu'il y a quelque chose qui marche plus, bah, je change. Le fait de trader,
et de voir plein de graphiques, plein de moyennes mobiles, tout ça, des Renko, des machins, tout ça, bah, fait aussi que des fois on commence à voir des choses, on commence à voir des récurrences. Et l'histoire de la stratégie avec la moyenne mobile, 31 périodes et le Renko, c'est pas venu comme ça, voilà, c'est que je la surveillais depuis un petit moment et à un moment donné je me suis dit, ok, là il y a un truc, là il y a un truc. Donc je l'avais sous les yeux depuis quelques semaines, mais voilà, il a fallu que je me penche vraiment dessus. Mais ça part comme ça, c'est en regardant, en observant, en voyant, tiens, ça revient régulièrement, que vous tenez quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, le suivi de la stratégie, ça doit être fait avec le journal, mais vraiment d'une manière très précise. Aussi, j'ai reçu quelques questions en commentaire et je pense que plutôt que de répondre à l'écrit en commentaire, c'est plus cool de pouvoir répondre dans le podcast. Donc si vous voyez que je mets quelques jours à répondre et que vous avez une question qui est pas toute pétée, généralement je vais vous répondre dans le podcast. Je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Donc une question ici qui dit le passage du Renko au travers de l'EMA 31 correspond au passage du RSI 14 à travers de la ligne 50. Donc en gros, voilà, il dit cela paraît pas mal. Oui, ben de toute façon, à un moment donné, il y a des indicateurs qui peuvent faire soit doublon, soit être beaucoup plus pertinents. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est regarder, regarder qu'est-ce qui marche le mieux, mais faire attention de ne pas être en mode doublon. Parce que d'être en mode doublon, ça fait que ben, on se retrouve à surveiller deux choses qui finalement vont indiquer grossièrement la même chose, mais ça fait encore un paramètre inutile, peut-être inutile, à surveiller. Et je pense que plus c'est simple, plus c'est efficace. SER, simple, efficace, rentable, surtout rentable. Voilà. Donc voilà, attention aux doublons, aux trucs qui font double emploi. Je pense qu'il vaut mieux choisir quelque chose. Mais une fois que c'est choisi, bah faut s'y tenir, faut backtester un petit peu et après essayer en démo et ensuite tout doucement se lancer et voir ce que ça donne. Et après bah bosser sa psychologie. Une autre question concernant la stratégie, avez-vous pu observer une différence de win rate entre la session américaine et celle européenne? Bah moi je sais pas parce que le matin sur l'Europe je suis pas là. Je traite pas sur l'Europe donc je peux pas vraiment dire moi ce que ça donne en opérationnel avec cette stratégie. Maintenant ce que je peux dire c'est que lorsque j'analyse les graphiques et que je regarde un peu ce qui s'est passé le matin, il y a très peu de mouvements sur les indices américains le matin sauf exception par rapport à l'après-midi, donc vraiment la session US. Donc oui, je peux dire que le win rate ne va pas être du tout le même car quelquefois il y a zéro entrée possible le matin, que ce soit sur Dow Jones ou sur le Nasdaq. Et quelquefois, ben, par magie, il y a des gros mouvements, il y a plein d'entrées possibles, mais le problème c'est que c'est trop rare pour être viable pour se bloquer un créneau, une session de trading à part entière le matin. Voilà. Et ensuite, une autre question, où il y a trois questions. Normalement, celle-là, elle mérite un PayPal. Trois petites questions. De combien est ton RR lorsque tu ouvres une position? Donc là, c'est une question qui vient sur la vidéo de la stratégie sur Dow Jones. Mais en gros, ça va être la même réponse pour le Nasdaq. C'est un ratio de 1. Voilà, c'est un ratio de 1. Parce que moi je m'y retrouve là-dedans. Ce qui fait que ça compense ce ratio, c'est qu'il y a un taux de réussite qui est important. Ensuite, quel objectif de gain ou de perte journalière tu te fixes en pourcentage de ton capital? Déjà, je parle pas en pourcentage, je parle jamais en pourcentage, que ce soit pour les gains ou pour les pertes. Pourquoi? Si donc sur futur pour ouvrir un lot Nasdaq mini Nasdaq donc à 20 $ le point, il vous faut un capital je crois de mémoire de 20 ou 22 000 $. Ok. Donc je vais trader pendant plusieurs semaines et à un moment donné on va peut-être arriver à 30 ou 32 000 $. Donc j'ai fait fructifier le capital, mais
par rapport à mon money management, je trade toujours à un lot. Donc, oui, à ce moment-là, je peux parler en pourcentage. Donc, je vais avoir fait fructifier je sais pas, de 20%, de 15%. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse parce que de toute façon, je n'augmente jamais j'augmente pas mon levier en fait en fonction d'un pourcentage. Si je dois augmenter à un moment donné un levier. Si je rentre à plusieurs lots, ça va plus être parce que c'est une entrée gold, enfin quand j'entends gold, c'est à une très forte probabilité où ça va aller loin, où je vais rentrer à plusieurs lots et ensuite les sortir au fur et à mesure. Donc je parle pas en pourcentage parce que moi, voilà, dès que je fais les trades, après ça sort de chez le courtier et ciao. Donc j'ai pas un objectif de fructification incommensurable du capital, car de toute façon, ensuite il se passe quoi? Je vais me retrouver, ça arrivera pas, mais je vais me retrouver à trader à 30 lots, mais je pourrais pas tenir psychologiquement cette taille de position. Donc en fait, je reste dans ma plage de fonctionnement optimum. Et donc parler en pourcentage, ben moi en tout cas, ça me parle pas parce que j'évite toujours d'être en levier et encore moins en surlevier. Et la dernière question, penses-tu qu'il soit faisable de se servir de ProRealTime pour afficher le graphique, puis d'ouvrir une position sur une propre firme qui permettrait de trader avec un capital que l'on ne peut pas se permettre pour démarrer? Ben maintenant, démarrer, c'est quoi, c'est quoi un capital pour démarrer? Parce que les propres firmes, on peut tout de suite commencer en gros avec des capitals de 10, 20, 50, 100, 200 000 de ce que j'ai pu voir. Mais au final, il faut juste vous dire que la question c'est déjà, est-ce que tu es rentable? Est-ce que tu es rentable ne serait-ce qu'avec du 1 € le point? Ça, là, pour moi, voilà. Si tu es rentable d'une manière générale à 1 € le point sur des semaines et des mois, ben pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, fais de la propre firme. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces boîtes-là, elles sont là pour faire payer des tests. Voilà. C'est des business. Donc, chez le business, il faut rentrer de l'argent. Voilà, c'est tout. Donc, oui, mais voilà, la question fondamentale, c'est est-ce que tu es rentable? Et après, c'est quoi un bon capital pour démarrer? Pour ouvrir, je crois, du micro Nasdaq à 2 dollars le point, je crois que c'est 3 000 balles. Voilà, c'est 3 000 balles et ben, déjà là, on peut faire 30, 40, 50, 80 € par jour sans trop de problèmes. Voilà. Je l'ai fait, j'ai fait une vidéo là-dessus, une vidéo où c'était dans un podcast précédent où bah voilà, je montre qu'on peut faire 100, 200 balles avec du 2 dollars le point et donc du coup un capital de 3 000. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a fait le tour de la question et surtout des questions, je vous propose de vraiment commencer le retour sur la semaine. Alors, parmi les choses que j'ai mis en place cette semaine et qui ont fonctionné, oui, moi j'ai pas mis en place un truc qui a foiré cette semaine, donc c'est de mon côté. Mais les choses que j'ai mis en place cette semaine, c'est j'ai modifié la taille des stops sur les deux stratégies, enfin pas sur les deux stratégies, sur les deux instruments, sur le Nasdaq et le Dow Jones. Je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que sur le Dow Jones, je me faisais régulièrement, enfin régulièrement, ça arrivait quand même régulièrement de me faire sortir avec la taille de stop que j'avais. Donc c'était 12 points. Ratio de 1, TP12, stop de 12. Et je me suis rendu compte que bah, régulièrement, le trade finalement partait très bien, mais à un moment ça revenait, puis vous savez, sur Futur, ça vient chercher les ordres des fois. Et, voilà. Et donc j'ai modifié le réglage, je suis passé à 17 de stop et j'ai gardé 12 en TP. Je vais suivre de ça de près avec le journal et je vous dirai
Je vous dirai ce que ça donne si éventuellement je vais augmenter la taille du TP, parce que là c'est pareil, il suffit d'augmenter de points le TP, et on peut voir que sur une période plus importante, ben, ça fait vraiment la différence d'un point de vue renta. Donc voilà les choses déjà qui sont vraiment positives et que j'ai mis en place. Un autre truc qui va faire l'objet d'une vidéo à part entière, comme ça je la mettrai sur le site, parce que j'ai pas mal de demandes là-dessus, c'est sur son style de trading. Donc le style de trading, bah, le swing, le day trading, le scalping, en gros. Voilà. Euh, Pourquoi je dis ça? C'est parce que cette semaine, j'ai fait du day trading. Voilà, fait du day trading. Et je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que j'étais pas mauvais du tout. Alors, pas mauvais du tout, mais j'étais vachement pas à l'aise. Et ça ne me correspond absolument pas. Voilà, ça me correspond absolument pas. Il faut rester longtemps devant les écrans. Pour la patience, j'ai pas de problème, mais une fois dans le trade, il faut rester longtemps. Puis vous avez pas 40 milliards d'entrées. Voilà. Donc j'ai fait des choses qui me ressemblent pas. Et en fait, bah, moralité de cette semaine, je ne vais plus le faire. Mais il faut vraiment, ça je m'engage devant vous. Je ne vais plus le faire car ça ne me ressemble pas. Voilà. Donc vous forcez pas, même si vous êtes bon dans un truc, mais que ça vous chamboule trop de choses, que ça vous correspond pas, ben à un moment donné, luttez pas, quoi. Allez vers ce qui vous correspond le plus. Sinon, à un moment donné, ça peut mal finir, quoi. Voilà, donc ça c'était le truc un peu négatif que j'ai fait. Alors c'était rentable, hein, c'est pas le problème, mais j'ai pas été bien et j'ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'aurais préféré passer. Et ça, par contre, moi, ça me convient pas. Voilà. Non, mais en fait, j'ai oublié, j'ai fait un truc très con pour cette semaine. C'est très con. Je préfère le dire de suite car vous allez voir sur les graphiques qu'il y a plein d'endroits où j'ai pas pris certains trades. Parce qu'en fait, je trade en parallèle sur le Dow Jones et sur le Nasdaq. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré pas mal de capital du courtier. Et du coup, ça a fait que je ne pouvais pas ouvrir des positions en même temps, à trois lots sur le Dow Jones et un lot sur le Nasdaq. Ça, c'est très très con. Bon, le job est fait, hein, c'est pas le souci, mais je me suis privé d'opportunités. Donc voilà, je le ferai plus. Donc Nasdaq futur vendredi 4 août. Je vous fais que vendredi parce que sinon, voilà, on va faire que vendredi. En plus, c'est la journée où bah, elle a bien commencé parce que j'étais à l'heure pour le marché pour tout préparer. Et maintenant, aussi le fait de trader deux instruments en même temps, ça augmente le temps nécessaire à la préparation car il faut analyser deux indices avant d'être opérationnel. Donc ça me prend généralement 20 minutes, donc quasiment le double. Voilà, il y a un peu plus de choses à vérifier. Donc voilà. Mais la journée a parfaitement commencé avec deux kebabs. C'était vraiment bien. Donc le premier trade de vendredi, donc sur le Nasdaq futur, eh ben je l'ai noté comme bon, même s'il respecte pas la stratégie. Pourquoi? Parce que sur ce trade-là, je compte en fait sur le rebond du VWAP et sur les 15 500 qui sont là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu voilà, pour ça que j'avais augmenté la taille du stop ici et j'aurais invalidé d'une manière manuelle si le VWAP était enfoncé. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas tenu ce trade parce qu'il y en avait un autre encore meilleur qui se présentait sur le Dow Jones. Vous vous souvenez, je ne pouvais pas ouvrir en même temps sur les deux indices. Ça, c'était bien malin, ça. Ensuite, le second, ben ici, celui-ci, boum, il fait non, celui-là, pardon. Il fait le job, le TP de deux briques est encaissé, donc ça roule. Après,
Ici, j'ai voulu refaire la même en fait sur le VWAP, les 15 500, 15 500. Mais cette fois-ci, bah, les 15 500, c'est eux qui ont posé problème. Vous voyez, ça a tricoté entre les 15 500 et le VWAP. Donc un bon trade qui était à prendre, c'était celui-ci, qui était à... On pouvait choper pas mal de points en utilisant l'autre indicateur. Donc l'autre manière dont j'utilise cette stratégie, vous voyez, ça sort pile des bandes et ici on se retrouve avec voilà, ça casse, hop et on est parti. Donc celui-là, sympa. Le second, donc là j'étais sorti. Et le second, bah pareil, je prends parce que je persiste dans la connerie et ben j'encaisse en fait très rapidement parce que je crois que je me suis rendu compte que c'était merdique, donc voilà, j'ai rien fait. Celui-ci, là, il y a eu une accélération, donc il est pas conforme au setup, mais j'avais vu une accélération du prix, donc je suis rentré pour quelques points. Et voilà, donc bon, sur le Nasdaq, c'était pas super foufou quoi. Voilà en gros pour cette journée de vendredi sur le Nasdaq, palpitant. Dow Jones futur, le mini Dow Jones, premier trade, premier trade très sympa, le TP est tapé sans aucun souci. Pour ceux qui verront la petite particularité de ce trade, c'est que je rentre sur la seconde brique, alors que normalement, moi, je rentre toujours sur la première, enfin sur la première, oui, sur la première, lorsque j'ai du vert sur l'indicateur rock'n'roll. Alors pourquoi je le fais à ce moment-là? Je le fais parce que je me suis rendu compte, encore une fois, tout ça c'est que des stats, hein, c'est pas moi qui ai décrété que, mais je me suis rendu compte que lorsqu'on est proche ou à l'issue de l'ouverture du marché, là où il y a plus de patates, ce type de trade était marché aussi, quoi. Donc en fait, généralement sur les 30 premières minutes ou lorsqu'il y a de la gouache, quelquefois ça arrive que pendant une heure ou deux, ça envoie du steak lorsque les mecs sont en train de régler leur compte là-haut, à Wall Street. Donc, rentrer sur la deuxième brique lorsqu'il y a de la gouache ou après l'ouverture du marché, quand vous voyez que ça marche pas trop mal. En tout cas, moi, je le fais et ça marche pas mal parce que je me suis rendu compte que il y avait du manque à gagner. Et on passait à côté de mouvements quand même qui sont sympas. Donc, TP ici, il est largement tapé, hein, ça fait le job. Ensuite, sur celui-ci, bah, même combat, hein, vous voyez, l'indicateur rock'n'roll préconise une entrée sur la deuxième brique. Ce qui me conforte aussi, c'est ici l'indicateur, donc le MAC des zéro retard. Lui aussi valide quelque part l'entrée, même si c'est pas dans la. Normalement, ce serait bien qu'il valide, vous voyez, genre ça, une sortie de bande pile poil comme ça. Mais sympa aussi, le TP est largement atteint, il n'y a pas y a pas de problème. Celui-ci aussi, mais celui-là, le TP n'a pas été tapé parce que ça a trop hésité. Donc j'ai fait une sortie manuelle. On verra plus tard que ben, il y avait largement de quoi faire. Voilà. Et ce que j'avais pas vu, et j'ai même pas vu au débrief d'ailleurs, c'est qu'en fait ici j'avais une sortie validée de la bande qui était pertinente. Donc en effet j'aurais dû laisser ce trade. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Le quatrième, bah, lui, il est tout à fait conforme. L'entrée, je rentre pas trop tard, ouais, à 2 points. Donc le TP est tapé, c'est ok, l'entrée est vraiment conforme. Et ensuite ici sur celui-ci aussi, et on voit que derrière, bon bah ça part encore, mais voilà, le TP il a pas été tapé sur celui-là. Je suis sorti parce que ça hésitait trop. Et j'aime pas quand ça hésite. Donc vous imaginez moi le day trading quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la partie scalping Renko pur, que ce soit sur Dow Jones ou Nasdaq. Euh, donc j'avais mis le focus sur cette session sur le Dow Jones.
Et donc forcément, ben, je pouvais pas ouvrir sur le Nasdaq. Donc voilà. Mais ça, c'est des choses qui vont changer à partir de la semaine dernière. Et on va voir ce que ça, on va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai pris l'habitude de travailler sur les deux indices tranquillou, donc ça va. Alors, un point important lorsque vous préparez votre session, j'espère que vous le faites, ou que si vous ne le faites pas encore, vous allez commencer à le faire, c'est lorsque vous préparez votre business, eh ben, regardez d'abord aussi les grandes UT. Les grandes UT, vous voyez ce qui se passe. Ici, c'est le Nasdaq, donc Nasdaq Future, hein, comme d'hab, sur 2 minutes. Voilà. Alors, sur le 2 minutes, ça marche aussi sur du 5 ou du 15 minutes. Par quoi j'ai commencé pour préparer la journée du vendredi? Ben, par tracer Canal. Canal, je l'ai déterminé comment? Je l'ai déterminé avec ces points de contact là. Donc ici, ici et ces trois points de contact là. Bon, on voit ils ont bien fait ils ont bien fait le job. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit que donc là, 14h30 pré-market, on a effleuré le bas du canal. Ici, on est littéralement allé le toucher. Rebond. Regardez la gueule du rebond, quoi. Je veux dire, c'est quand même puissant. Hein. On a quasi on a 150 points. Ici, c'est pareil. Le canal a été respecté à l'open. Donc voilà, c'est super important de tracer ce genre de choses, à mon goût. En tout cas, moi, je le fais. Parce que lorsque vous allez vous retrouver, par exemple, là, et que, je sais pas, vous voyez une possibilité de rentrer short, si vous n'avez pas cette oblique, ben, vous allez peut-être pas comprendre ce qui se passe. Alors oui, vous allez vous dire, voilà, c'est les 15 400 qui ont fait rebond, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi l'oblique qui est quand même vachement bien respectée. Alors ici, celle-ci, je l'ai tracée parce que bah, j'ai pris un trade là-dessus aussi. C'est parce que lorsque, lorsque cet oblique est cassé, ben on voit qu'il y a une accélération et ça part. Et ça, c'est assez classique. Vous pouvez le faire sur des UT beaucoup plus petites. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur ce graphe? Bah, hormis que le canal était pas mal respecté, on voit qu'ensuite, lorsqu'il était cassé, il y a eu un pullback dessus. Et là, c'est pareil. Il y a pas mal de points à prendre. Un autre contact sur le point. Et ensuite, on est parti. Et le canal, je pense, était bien invalidé là. Et il n'est pas impossible qu'on descende un peu plus en dessous. Voilà, on a des gros niveaux. Support 1 mensuel, voilà, avec les 15 250 qui sont en dessous. Il y a moyen que ça fasse quelque chose. Ici, c'est le support 2 hebdomadaire, donc bah, la semaine prochaine, il ne sera plus, hein, forcément. Mais voilà, support 1 mensuel, il a pas été touché, donc belle probabilité de faire un petit quelque chose dessus. Et sinon aussi là, j'ai tracé une autre zone, je vais sur des UT plus grandes, sur les 15 200. Donc à voir ce que ça fait. Par rapport au canot, moi je sais jamais, hein, je sais jamais ce que ça va faire. Est-ce que ça va, est-ce que ça va casser, pas casser, est-ce qu'il va y avoir pullback, voilà. Moi j'en sais rien. En revanche, je sais que arrivé à l'oblique, il peut y avoir des choses. Donc en fait, en les traçant, j'ai l'information que attention, là il y a une zone merdique. Donc bah, peut-être arrête de trader ou attends que ça passe ou attends de voir que le marché va prendre une certaine direction. En soi, c'est une possibilité de trader, hein, c'est-à-dire acheter le bas, vendre le haut, racheter le bas, etc. C'est vraiment une possibilité. Moi, c'est pas mon truc. Je m'en sers plutôt comme de zones de danger qui vont renvoyer le prix. Et ce qu'on peut voir aussi, par exemple, là, c'est qu'on a une petite épaule, tête-épaule, quoi.
Et quand on regarde bah, l'épaule tête épaule, généralement la ligne de cours, hein, donc la zone qui est entre là et là, bah, on peut rentrer short. Vous voyez derrière, par contre, ça a quand même bien envoyé du steak. Donc voilà l'intérêt de regarder les plus grosses unités de temps et de tracer des obliques. Les obliques, essayez de les laisser quand même un certain temps sur le graphique parce que ben, quelquefois, lorsqu'elles proviennent d'unités qui sont un peu plus grandes, elles ont tendance à avoir une validité qui est quand même importante. Alors, pour les zones de prix, un petit exemple de ce que ça peut donner. Nasdaq Future, toujours. Ici, on a donc ce gros up qui vient toucher, vous vous souvenez, le haut du canal qu'on avait tracé, identifié bien plus tôt. On voit qu'il y a un rejet assez important. Donc ici, on est sur du 1 minute. J'identifie cette zone sur le 2 minutes. Et vous voyez, lorsque le prix revient sur la zone, regardez, au pixel près, ça réagit. Ça, c'est vraiment typique, c'est cas d'école. Et comme je le disais déjà dans une précédente vidéo sur les zones de prix, majoritairement et statistiquement, de ce que j'ai pu voir, elles se forment souvent sur du 2 minutes, ensuite sur du 1 minute, et plus rarement, mais ça arrive, sur du 3 minutes. Donc je vais vous proposer juste de voir un peu plus dans les détails ici, sur cette zone-là, comment est-ce que j'avais procédé pour l'identifier. Ben déjà, ah oui, et tout ça, il faut aussi dire que, vous voyez, la réaction, elle se fait ici sur, pareil, l'autre oblique, hein, donc les 15 400 qui ont été identifiés plus tôt. Donc en fait, c'est que des indices qui montrent que, bon, attention, là, si ça rebondit, si ça part, il y a probablement une zone qui va être créée. Donc là, celle-ci, je l'ai identifiée sur le M1, donc le 1 minute. Et donc on a un rebond, le prix part, et c'est dans ces endroits-là que j'essaie de chercher l'indice qui va me montrer en fait à quel niveau le prix a réagi. En fonction du niveau où le prix va réagir, c'est là que je vais déterminer est-ce que cette zone s'est validée sur du 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc pour ce faire, il faut descendre dans une unité de temps un peu plus petite. Donc je vous propose ici le 200, le 200 ticks. Et vous voyez, donc là, c'est la taille de la bougie 1 minute qui a été tracée. Et en fait, moi, ce que je cherche, en fait, c'est ce genre d'indice, ce genre de zone. Ou alors une dernière mèche qui va venir taper puis repartir. Et on voit que sorti de cette zone-là, de la base, enfin de la base, plutôt du haut de la bougie, de la base du corps, on voit qu'il y a une accélération. Et pour moi, ce sont de bons indices. Et à partir de là, bah, je trace. Voilà, je prends ma bougie 1 minute, je trace. Et à partir de là, bah, attente, hein, stand-by. Par contre, lorsque le prix revient dessus, vous voyez, boum, cette fois-ci, c'est vachement plus énergique. Et plus globalement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est tout simplement une loi de dos qui s'inverse, qui prend un chemin opposé. Donc on a une loi de dos qui est descendante, hein, vous voyez, en marche d'escalier, ça descend. Et à un moment donné, il y a une réaction, et cette loi de dos, vous voyez, marche d'escalier, qui repart, qui change de tendance, du moins sur cette unité de temps-là. Voilà ce que je peux vous dire sur les petites zones de prix. En tout cas, c'est systématiquement, c'est pas du 100%, mais vous voyez, si on rajoute l'analyse technique de début de séance, qu'on voit les obliques, le canal qui est présent, ça donne quand même des indices. Et là, ben, à 20 minutes d'intervalle, on a deux zones qui se forment, et ben, c'est des très bons trades, hein. C'est franchement
des bons trades à prendre. Voilà, donc si vous aimez ce style de trading, vous pouvez bosser les zones de prix, hein, les zones de demande, de suppli et de demande, parce que tout repose d'une manière générale là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à approfondir ces sujets-là, parce que ça vous servira, même si vous les tradez pas, ça vous servira pour votre scalping. J'ai failli totalement oublier les annonces échos de la semaine prochaine. J'ai tellement parlé que voilà. Ok, donc semaine prochaine, lundi, à partir du lundi 7 août, c'est bon au niveau des dates, on est check. Qu'est-ce qu'on a? Donc lundi, Europe, production industrielle, le matin, 8 heures pré-market. Toujours pré-market, il peut y avoir du mouvement. 14h15 USA, discours FOMC, et ensuite 14h30 pré-market US, un autre discours d'un mec du FOMC. Eux, je les connais pas, Bowman et Harker, je sais pas ce que ça donne. Mais pré-market, volatilité, je ne traite pas. Mardi 8 août, pré-market Allemagne, IPC, indice des prix à la consommation. Là, généralement, il y a du mouvement. Donc, prudence. L'après-midi US, 14h30. 14h30, qu'est-ce qu'on a? Importation, exportation. Ça, je ne crois pas que ça fasse trop bouger, mais toujours méfiance, hein, quand c'est en parallèle du pré-market. C'est voilà, prudence, hein, vous avez quelques minutes à attendre que ça se calme et vous reprenez votre trading tranquillou. Perspective à l'énergie court terme de l'EIA, ça, c'est pas un truc, je pense pas que ce soit quelque chose qui bouge de ouf. Ensuite, rien de spécial. Mercredi, stock de pétrole, rien de particulier, rien de particulier. Jeudi, PCE, bulletin économique, ça, c'est pas un truc de malade. Ouais, USA, 14h30, indice des prix IPC Core. Ça, il y a souvent du mouvement, donc prudence. 14h30 aussi, toujours pré-market, les inscriptions au chômage. Là, il y a régulièrement ce petit boost d'activité. Donc, allez pas vous faire sortir bêtement sur un trade là-dessus, quoi. C'est tellement dommage. Des fois, je vous dis, vous attendez quelques minutes, ça se calme et vous reprenez. Voilà, discipline. Vendredi, taux de chômage en France, IPC France, bon, bah, ceux qui font du CAC, ceux qui... Ah, le CAC, j'en fais plus depuis des années, donc j'ai décroché total. Je sais pas quelles seraient les influences sur le prix. Ensuite, 14h30, prix à la production, ça je sais pas trop, mais toujours prudence, 14h30. L'indice Michigan, ça bouge plus, ça. Ensuite, un nombre de forages, pas grand-chose, RS. Les positions nettes spéculatives, 22h30, de toute façon, comme d'hab, je ne serai plus là. Voilà. Bon, bah, on s'est tout dit. Bah, j'espère que ce type de podcast, on rentre un peu plus dans le détail, va vous plaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Ben, je pense qu'on s'est tout dit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.